Salam alaikum. Nous allons continuer avec le chapitre 5 sur les interfaces et les collections et nous allons achever avec les collections. En fait, on n'est pas toujours obligé de stocker nos données dans des tableaux car on peut utiliser des collections d'objets pour cette fin car ils sont dynamiques ou bien elles sont dynamiques et elles n'ont pas de taille prédéfinie. Les objets de type collection sont nombreux. Ainsi, nous allons voir les principaux d'entre eux. Les objets que nous allons aborder ici sont tous, ou bien se trouvent tous dans le package Java. Point utile. Le traitement des collections est d'une grande utilité et ce dans la programmation avec Java. Nous allons voir sur ce diagramme la hiérarchie des interfaces qui composent les collections. Nous allons commencer la lecture du bas de la hiérarchie. Il y a l'interface sorted set qui hérite de l'interface set et puis il y a l'interface list. Ces deux interfaces héritent de l'interface collection et puis il y a l'interface sorted map qui hérite de l'interface map. Il y a plusieurs types de collections. Il y a les interfaces list et set qui implémentent directement l'interface collection. Et voilà, list et set implémentent directement l'interface collection. Et l'interface map qui gravite autour de cette hiérarchie. L'interface map, il est séparé. Regardez, il n'est pas lié à l'interface collection. Mais tout en faisant partie des collections Java. Chaque interface a une particularité en fonction de son utilité. Par exemple, les objets de type liste servent à stocker des objets sans aucune condition particulière sur la façon de le faire. En plus de ça, il accepte toutes les valeurs, même les valeurs nulles. Pour le type set, ils sont un peu plus restrictifs car ils n'autorisent pas deux fois la même valeur, ce qui est pratique pour une liste d'éléments uniques, par exemple. Et finalement, il y a les maps ou bien l'interface map qui sont particulières car elles fonctionnent avec un système clé-valeur. C'est-à-dire chaque valeur a une clé pour ranger et retrouver facilement les objets qu'elles contiennent. Donc les interfaces map sont plutôt faciles à utiliser pour les opérations de recherche. Nous passons pour voir l'interface collection. L'interface collection est ajoutée à Java 1.2 et il définit des méthodes qui gèrent des éléments de façon générale. Cette interface collection représente un minimum commun pour les objets gérés par des collections car elle fournit des méthodes permettant l'ajout d'éléments, la suppression d'éléments, la vérification de la présence d'un objet dans une collection, c'est-à-dire la recherche, et après il y a le parcours de la collection et quelques autres diverses méthodes qui traitent la totalité de la collection. Depuis le Java 5, l'interface collection hérite de l'interface iterable. L'implémentation de l'interface collection doit fournir au moins deux constructeurs. Donc il y a deux constructeurs. Il y a le constructeur par défaut qui n'a pas d'argument. Et le deuxième, c'est le constructeur avec paramètres qui attend un objet de type collection qui va gérer une collection contenant les éléments de la collection fournis en paramètres. Voilà les méthodes de l'interface collection. Il y a la méthode add qui demande en entrée un objet ou bien un élément. Donc add permet d'ajouter un élément à la collection et elle retourne un booléen true si l'ajout a été effectué avec succès et false en cas de problème. Puis il y a la méthode add all qui demande en entrée une collection d'objets qui retourne un booléen. Cette méthode permet d'ajouter tous les éléments de la collection fournis en paramètres dans la collection. Ensuite, il y a clear qui permet de supprimer tous les éléments de la collection. Ensuite, il y a contains qui demande en entrée un objet O et qui retourne un booléen.
Cette méthode permet de retourner un booléen qui précise si l'élément est présent dans la collection, c'est-à-dire si l'élément O est présent dans la collection. Il y a aussi la méthode contains all qui demande en entrée une collection et qui retourne un booléen. Cette méthode retourne un booléen qui exprime si tous les éléments fournis en paramètres sont présents dans la collection. Ensuite, il y a equals qui demande en entrée un objet O et qui retourne un booléen. Cette méthode vérifie l'égalité de la collection fournie en paramètres. Ensuite, il y a la méthode hashCode qui retourne un entier. Donc, il retourne la valeur de hachage de la collection. Après, il y a la méthode isEmpty, retourne un booléen. Cette méthode retourne true ou bien un booléen qui précise si la collection est vide. Donc, elle retourne true si la collection est vide, false sinon. Ensuite, il y a la méthode iterator avec i en minuscule qui retourne un objet de type iterator avec i majuscule. C'est la classe, ça c'est le nom de la classe, ça c'est le constructeur. Cette méthode permet de retourner un itérateur, un objet de type itérateur, ou bien c'est un curseur si vous voulez, pour simplifier la signification. Donc c'est un curseur qui permet de parcourir les éléments de la collection. D'accord? Donc pour parcourir les éléments de la collection, on utilise un itérateur, ou bien un objet de la classe iterator. Après, il y a remove, qui demande en entrée un objet O et qui retourne un booléen. Cette méthode permet de supprimer un élément de la collection s'il est présent. Donc si l'élément en entrée est présent, la méthode remove va le supprimer de la collection. Ensuite, il y a la méthode remove all qui permet de supprimer tous les éléments qui sont fournis en paramètres. Là, en paramètres, il y a une collection d'objets. Donc remove all va supprimer tous les objets qui sont fournis en paramètres de la collection, bien sûr, s'ils sont présents. Après, il y a la méthode retain all qui demande en entrée une collection d'objets qui retourne un booléen. Retain, ça veut dire c'est-à-dire garder. C'est-à-dire, elle permet de ne laisser dans la collection que les éléments fournis en paramètres. Les autres éléments seront supprimés. Ensuite, il y a la méthode size qui retourne un entier qui permet de fournir le nombre d'éléments qui se trouvent dans la collection. Ensuite, il y a toArray. Ça, c'est une méthode qui permet de transformer une collection en un tableau d'objets. D'accord? Donc, elle permet de retourner un tableau contenant tous les éléments de la collection. Et puis, la méthode toArray était surchargée. Et là, elle va retourner un tableau typé, qui est un type déterminé. Voilà, elle permet de retourner un tableau de type déterminé de tous les éléments de la collection. Maintenant, nous allons passer pour voir la relation entre les interfaces itérateurs et les collections. Nous allons commencer par l'interface iterator. Un interface ou bien un itérateur est un objet qui permet de parcourir une collection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un curseur qui permet de parcourir une collection. Voilà les méthodes de l'interface iterator. Donc, comme on l'a dit, si vous vous rappelez, une interface, c'est une classe qui contient des constantes et des méthodes qui n'ont pas d'implémentation et qu'il faut les implémenter dans les classes qui vont les étendre, bien, qui vont les utiliser. Pour les interfaces ou bien pour les méthodes de l'interface iterator, il y a trois. Il y a la méthode hasNext qui retourne un booléen. HasNext permet d'indiquer s'il reste au moins un élément à parcourir dans la collection, c'est-à-dire s'il a un suivant, hasNext. Et puis il y a la méthode next qui retourne un objet. La méthode next permet de renvoyer le prochain élément de la collection. Elle retourne un objet, c'est-à-dire l'objet suivant. Et puis il y a la méthode remove qui permet de supprimer le dernier élément parcouru, c'est-à-dire l'élément sur lequel se trouve le curseur de l'itérateur. Deuxièmement, il y a l'interface list iterator. Lui aussi,
il fait le même travail que l'interface itérateur, mais il a aussi d'autres fonctionnalités. Voilà, il définit les fonctionnalités d'un itérateur, permettant aussi le parcours de la collection en sens inverse. Si vous avez fait la remarque, il y a ici que les méthodes qui vont parcourir la collection dans un seul sens, le sens croissant, ou bien progressif. Pour l'interface list iterator, il permet aussi de faire le parcours dans le sens inverse, c'est-à-dire retour en arrière. De plus, il permet de faire la modification et plusieurs autres méthodes. En plus des méthodes définies dans l'interface iterator, dont elle hérite, l'interface list iterator définit plusieurs autres méthodes. Donc là, il y a une relation d'héritage entre list iterator et itérateur. En fait, list iterator hérite de itérateur, ça veut dire qu'il va hériter toutes les méthodes de l'interface iterator. Voilà les méthodes de l'interface list iterator. Il y a la méthode hasPrevious qui retourne un booléen, donc qui permet de retourner vrai si l'élément courant est un élément qui le précède. Ensuite, il y a la méthode previous qui retourne un objet. Cette méthode permet de retourner l'objet précédent qui précède le curseur ou bien qui précède l'objet courant. Il y a aussi la méthode nextIndex qui permet de retourner l'indice de l'élément qui serait retourné par un appel de next. C'est-à-dire si je fais appel à next, la méthode nextIndex va retourner l'indice de cet élément-là. Et puis il y a previousIndex, respectivement, elle va retourner l'indice de l'élément qui serait retourné par un appel de previous. Et il y a aussi la méthode set qui demande en entrée un objet. Donc cette méthode permet de remplacer le dernier élément retourné par un next ou bien par un previous par l'objet O. C'est-à-dire cette méthode set permet de modifier le contenu de la collection. C'est-à-dire elle va changer la valeur d'un objet par une autre valeur. Voilà un exemple dans lequel nous allons voir la création d'une liste et plus les différents parcours de ces éléments avec les interfaces iterator et list iterator. Tout d'abord, nous allons importer la classe ArrayList qui nous permet de créer une liste chaînée. Ensuite, nous allons appeler la classe iterator et l'interface list iterator. Ces deux classes vont nous permettre de parcourir la liste. Je vais nommer ma classe itérateur dans la méthode main. Je vais créer une liste de type ArrayList, c'est-à-dire une liste chaînée. Je vais créer l'objet AL de type ArrayList et je vais lui allouer la mémoire avec le mot-clé new. Ensuite, je vais remplir ma liste. Pour la remplir, comme on l'a vu tout à l'heure, nous allons utiliser la méthode add qui permet d'ajouter un élément, bien un objet à une liste ou bien une collection. Pour le faire, nous allons mettre le nom de la liste al.add et entre parenthèses, nous allons mettre ce qu'on souhaite ajouter. Dans cet exemple, nous allons ajouter des lettres ou bien des chaînes de caractères contenant des lettres. Il y a le A plus espace, B, C, D, E et F. Ensuite, nous allons utiliser un itérateur pour pouvoir afficher les éléments de notre liste. Pour le faire, nous allons utiliser l'interface iterator. D'abord, nous allons créer un objet de cette interface. Donc voilà, iterator, itr, ça c'est la déclaration de l'objet. Puis on va l'initialiser, ou bien lui allouer la mémoire, ou bien l'initialiser au premier élément de la liste. Pour le faire, on va faire al.iterator. On va appeler ici le constructeur. D'accord? Comme ça, itr est placé au début de la liste. Et puis, tant que itr a un suivant, itr has next, s'il a un suivant, ce qu'on va faire, c'est récupérer cet objet-là, itr.next, on va récupérer cet objet, on va le mettre dans la variable élément. Et après, on va afficher cet élément-là.
D'accord? Donc pour parcourir notre liste, nous allons déclarer un itérateur qu'on va placer au début de la liste. Et puis, tant qu'on a des éléments dans cette liste, on va récupérer cet objet, le mettre dans la variable élément et puis afficher cet élément. Ensuite, nous allons continuer avec l'interface listIterator. C'est-à-dire on va essayer d'afficher, faire une modification sur notre liste. Voilà ce qu'on va faire. On va déclarer une variable litre de l'interface listIterator. Lui aussi, on va l'initialiser au premier élément de la liste avec al.listIterator en appelant le constructeur. Ensuite, tant qu'il y a des éléments dans la liste, on va récupérer l'objet qui se trouve dans la liste, on va le mettre dans élément, et puis nous allons appeler la méthode set. Si vous vous rappelez, la méthode set permet de modifier un objet dans la collection. Donc voilà ce qu'on va faire. On va appeler la méthode set avec l'objet litre, qui est l'objet de la classe ou bien de l'interface listIterator. Et puis voilà la nouvelle valeur qu'on va mettre. Donc on va remplacer élément par quoi? Par élément suivi par virgule. D'accord? Ça c'est la nouvelle valeur qu'on va mettre. Maintenant, nous allons essayer d'afficher le contenu de la liste après modification. Ce qu'on va faire, c'est utiliser la variable litre qui est de type iterator. D'accord? Donc, nous allons initialiser le litre ou bien le itr au début de la liste. Donc là, cette instruction est obligatoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a utilisé l'objet itr, on a parcouru toute la liste. Donc à la fin des traitements, à la fin de la boucle, le curseur itr est placé à la fin de la liste. Donc là, on devrait utiliser itr égale à al.iterator pour pouvoir placer le curseur au début de la liste. Comme ça, on pourrait parcourir la liste dans l'ordre normal d'ajout des éléments. D'accord? Donc après, on va faire la boucle while tant que itr a un suivant, tant qu'il y a des éléments suivants dans la collection, bien dans la liste, on va récupérer l'objet avec itr.next et puis on va l'afficher. Donc si on souhaite afficher cet élément-là, donc le contenu de la liste après modification, voilà le résultat. Donc ça c'est l'affichage de la liste avec l'affichage normal, c'est-à-dire celui-là. Et la deuxième, c'est le contenu de la liste après modification. Donc il y a les lettres A, B, C, D séparées par des virgules. C'est ce qu'on a fait ici avec la méthode set. On a modifié la valeur de l'élément par élément plus un espace, une virgule. D'accord? Donc après, nous allons essayer d'afficher la liste à l'envers ou bien dans le sens contraire. Donc là, si vous vous rappelez, l'interface qu'on va utiliser, c'est l'interface listIterator parce que c'est lui qui contient la méthode hasPrevious et previous. De la même manière, ce qu'on va faire, c'est utiliser une boucle while tant que liter.hasPrevious est différent de 0, bien est égal à true. Donc là, si vous avez fait la remarque, à la fin, nous avons déjà utilisé l'objet liter. À la fin de la boucle while, le curseur liter est placé à la fin. Donc là, ce n'est pas la peine de mettre le curseur à la fin. Il est déjà à la fin après le traitement de la modification. Donc là, on peut directement faire un retour en arrière. Alors, tant que liter.hasPrevious est égal à true, donc il y a des éléments précédents, je vais récupérer cet objet-là avec liter.previous et puis je vais l'afficher. Voilà le résultat d'affichage, donc affichage de la liste à l'envers. Il va commencer l'affichage à partir du dernier élément F, E, D, C, B et A. Voilà notre exemple dans lequel on va voir les méthodes nextIndex et previousindex. Là aussi, je vais utiliser la classe ArrayList pour déclarer une liste chaînée et puis un itérateur listIterator.
La classe s'appelle itérateur. Dans la méthode main, je vais déclarer une liste de type ArrayList. Je vais lui allouer la mémoire. Et puis, je vais ajouter des éléments A, B, C, D, E dans la liste. Et puis, je vais déclarer une variable listIter de type listIterator que je vais initialiser ou bien placer au début de la liste. Voilà la liste que j'ai créée, que j'ai remplie. Après, je vais essayer d'afficher les indices. Je vais faire listIter.previousIndex. Donc au début, la liste est placée au début. Donc l'indice précédent, c'est quoi? C'est -1. Et l'indice index ou bien next index, c'est-à-dire l'indice suivant, c'est 0. D'accord? Ensuite, je vais incrémenter le curseur avec l'instruction listIter.next pour aller au suivant. De la même manière, je vais essayer d'afficher les indices précédents et suivants. Et il va m'afficher 0 et 1 respectivement. Nous allons passer maintenant pour voir quelques remarques qui accompagnent la méthode remove. La méthode remove permet de supprimer l'élément renvoyé par le dernier appel à la méthode next. Et il est impossible d'appeler la méthode remove sans faire un appel à next précédemment. Donc là, pour pouvoir utiliser la méthode remove, il faut que le curseur soit placé sur un objet et que cet objet-là soit récupéré. C'est pour cette raison, on doit précéder l'utilisation ou bien l'appel de la méthode remove par un appel à la méthode next qui nous permet de récupérer un objet. D'accord, voilà un exemple de la suppression du premier élément de la liste. Je vais déclarer une variable iter de la classe, bien de l'interface iterator. Et puis, je vais le placer au début de la liste, list.iterator. Ensuite, if iter.hasNext, c'est-à-dire si le curseur il a un suivant, si le curseur a un suivant, ce que je vais faire, c'est récupérer cet objet-là, cet objet suivant, et puis le supprimer. Ça marche. Donc là, avec cette condition, je vérifie si l'itérateur a un objet suivant. S'il a un objet suivant, je vais le récupérer avec l'instruction iter.next. Donc après l'avoir récupéré, je peux appeler la méthode remove pour le supprimer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que avant de faire appel à la méthode remove, il faut appeler la méthode next. Voilà ici une autre remarque, c'est qu'on ne peut pas appeler 2 fois de suite la méthode remove parce que une seule fois est suffisante. Si on souhaite appeler remove 2 fois, il faut avoir next 2 fois. Il faut faire next puis remove, ensuite next et puis remove. Ensuite, les listes sont adaptées, c'est-à-dire ArrayList par exemple, les listes sont adaptées lorsqu'il faut faire plusieurs manipulations sur une collection. Par exemple, en faisant des opérations de suppression ou bien ajout des objets au milieu de la liste. Cependant, vu que tous les éléments d'une liste contiennent une référence à l'élément suivant, les listes risquent de devenir particulièrement lourdes et grandissantes. C'est pour cette raison, pour les listes chaînées, ils sont donc à utiliser avec précaution.